bonjour tout le monde et merci de vous être inscrit à cette quatrième session de webinaire qui porte sur la data science et qui est illustrée avec le logiciel XLStat que beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé, mais pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, c'est l'occasion de découvrir au cours de cette heure que nous allons passer ensemble. Je suis Jean-Paul Malouf, je travaille en tant que consultant data science pour la société Adinsoft qui développe le logiciel XLStat. Alors, le monde de la modélisation statistique est très vaste et complexe. Je ne peux malheureusement pas tout résumer en une heure. Et je vais essayer d'être le plus intuitif possible dans mon discours. Je vais éviter le recours à des formules mathématiques complexes pour vous permettre d'avoir une idée globale de ce qu'est la modélisation statistique, ce à quoi ça sert, et que vous puissiez implémenter vos premiers modèles dans XLStat. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans la modélisation, je vous recommande de faire un petit peu plus de recherche, de lecture ou de solliciter la société Adinsoft pour l'organisation de formations qui seront personnalisées selon vos propres besoins. À la fin de ce webinaire, il y aura une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à soumettre vos questions dans la fenêtre de chat. Je consacrerai quelques minutes à la fin du webinaire pour répondre à un maximum de questions. Sachez que vous pouvez télécharger des documents sur la plateforme du webinaire. Il y a 2 documents à télécharger. Le document des données que nous allons utiliser pour illustrer ce webinaire, et ainsi que la présentation au format PDF. Donc, n'hésitez pas à télécharger cette présentation parce qu'il y a pas mal de boutons que vous pouvez cliquer à l'intérieur du PDF qui vous renvoient donc vers des pages qui peuvent être intéressantes pour vous. Voici le plan du webinaire. Je vais commencer avec quelques mots sur XLStat. Puis, comme d'habitude, je vais présenter les 4 catégories d'outils statistiques. Ensuite, je vais faire un petit rappel sur les tests statistiques. C'était l'objet du dernier webinaire. C'est important de savoir interpréter un test statistique pour pouvoir comprendre certains éléments de la modélisation statistique. C'est pour ça que j'ai inclus ce 3e point ici. Ensuite, je vais commencer avec une introduction intuitive à la modélisation statistique. Je vais prendre un exemple caricatural. Puis, je vais développer l'exemple de la régression linéaire simple. C'est un modèle très classique. Je vais parler d'hypothèses sur les résidus. Évidemment, je vais vous dire ce que c'est qu'un résidu. Et enfin, je vais aborder la question de la régression linéaire multiple. C'est comme ça que je clôturerai le webinaire. Alors, qui sommes-nous? XLStat est un logiciel d'analyse de données convivial qui s'intègre à Excel, sous PC et sous Mac, et qui est développé par la société Adinsoft. Donc, XLStat est également disponible sur Excel 365 et Google Sheets pour une utilisation sur le cloud. La grande force de ce logiciel, c'est justement le fait qu'il soit interfacé dans Excel. C'est-à-dire que vous n'avez pas à quitter Excel dans tout le processus de l'analyse de données. Depuis la collecte des données jusqu'à la personnalisation des résultats, en passant par la configuration des différentes options que vous souhaitez. En quelques chiffres, XLStat, c'est plus de 220 fonctionnalités statistiques, 150 000 utilisateurs à travers le monde, 25 salariés à votre service, 300 000 visites mensuelles sur le site. C'est un logiciel disponible en 7 langues et nous avons des bureaux sur 3 fuseaux horaires à travers le monde, donc Amérique, Europe et Japon. Il y a 10 000 téléchargements mensuels du logiciel. XLStat est développé par la société Adinsoft qui, elle, est implantée dans la Data Factory, qui est un laboratoire privé dédié à la data science basé à Bordeaux, en France. Donc, il y a 5 sociétés implantées dans la Data Factory qui gravitent autour de la data, donc des données. C'est un laboratoire qui est très actif en termes de data science, puisqu'elle organise plus de 25 ateliers, événements et formations par an. XLStat est disponible sous forme de 8 solutions différentes pour satisfaire vos besoins spécifiques. Il y a 3 solutions qui sont généralistes, Basic, Basic Plus et Premium. Basic renferme les fonctionnalités statistiques essentielles. Donc, Basic renferme une centaine de fonctionnalités statistiques de visualisation, de description, de préparation des données, de modélisation et de tests statistiques. Donc, la majorité écrasante des fonctionnalités que nous voyons au cours de ces webinaires sont disponibles
dans la solution Basic. Basic Plus renferme les fonctionnalités de Basic avec en plus des fonctionnalités de Machine Learning. Premium renferme l'intégralité des fonctionnalités XLStat. Les fonctionnalités XLStat plus de 220 sont incluses dans Premium. Et entre Basic Plus et Premium, vous avez plusieurs solutions intermédiaires qui sont orientées métier. Sensory pour l'analyse sensorielle avec les cartographies des préférences, l'analyse de panel, l'analyse penalty, l'analyse de données kata. Life Science pour l'analyse de données médicales et biologiques. Vous y trouverez des analyses de survie de Kaplan et Mayer, des analyses de données omiques, des analyses d'effets dose. Marketing est utilisé pour les études de marché et la stratégie, donc vous allez pouvoir trouver notamment les fonctionnalités de sondage spécifiques qu'on appelle l'analyse conjointe. Forecasting permet de faire des prévisions sur des données temporelles. Quality permet d'effectuer du contrôle qualité, donc la maîtrise statistique des procédés et des plans d'expérience. Chaque fonctionnalité XLStat est associée à un tutoriel en ligne. Donc, il y a plus de 200 tutoriels didactiques avec jeux de données à l'appui à télécharger sur le site help.xlstat.com. Donc, si jamais vous avez envie d'utiliser une fonctionnalité particulière et que vous cherchez à configurer cette fonctionnalité et à interpréter les résultats, vous avez un guide attitré sur le site XLStat, help.xlstat.com. N'hésitez pas à aller consulter ce site. XLStat développe également une chaîne de vulgarisation StatCafé sur YouTube qui présente différentes fonctionnalités statistiques sur des formats courts et avec mise en application sur le logiciel XLStat. Alors voici les catégories d'outils statistiques dans lesquels je répartis les différents outils. Donc, nous avions commencé lors du premier webinaire avec la description des données. Nous avons envisagé des outils qui permettent de décrire des variables isolées ou des liens entre deux variables. On a parlé de moyenne, d'écart type, de boxplot, de nuages de points, de tableau de contingence. Puis, au cours de la deuxième session, on a parlé d'exploration et de segmentation des données. On a notamment parlé d'analyse en composantes principales qui nous a permis de plonger dans un jeu de données à plusieurs colonnes sans forcément avoir de questions précises derrière la tête. On a pu puiser des informations, on a pu partir à la pêche des informations grâce à des outils qui simplifient des jeux de données multivariés. On a vu aussi une fonctionnalité qui permet de segmenter les jeux de données en groupes d'observation homogènes, notamment la classification ascendante hiérarchique ou CAH. Les tests statistiques, donc c'était l'objet du webinaire d'avant-hier, de mardi, sont des outils qui permettent d'accepter ou de rejeter une hypothèse bien précise en assumant des risques d'erreur. Ce sont des outils qui permettent de répondre à des questions dont la réponse est oui ou non. On a mis en place le test T pour comparer deux moyennes. On a mis en place le test du Qui2 pour tester l'association entre deux variables qualitatives. Vous avez pris l'exemple du Titanic. Et on a mis en place des tests de corrélation, donc pour tester le lien entre deux variables quantitatives. Aujourd'hui, nous allons parler de modélisation statistique qui nous permettent de comprendre comment évolue une variable en fonction d'un ensemble de paramètres. Bon. Nous allons notamment nous focaliser sur la régression aujourd'hui, sur des notions globales de modélisation statistique et sur la régression. Et sachez que le prochain webinaire portera sur l'ANOVA, qui est un autre outil de modélisation statistique très courant et qui souvent s'interprète en tant que test statistique. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire sur l'ANOVA en cliquant là-dessus. Pour visionner les enregistrements des webinaires précédents, vous pouvez cliquer sur ces liens. Alors, je pense que le webinaire sur les tests statistiques n'a pas encore été mis en ligne, mais je pense que ça ne saurait tarder. Donc, d'ici demain, vous l'aurez en ligne pour sûr. Alors, petite surprise du jour. Préparez-vous. On a rajouté un webinaire pour le 5 mai, au cours duquel on va parler de machine learning supervisé et de prédiction. Donc l'objectif sera d'optimiser des algorithmes dans un but purement prédictif. Donc on va parler de validation croisée, on va parler de certains outils de machine learning supervisé, notamment les arbres et
les forêts aléatoires ou Random Forest. Donc, vous avez un lien d'inscription ici. J'espère pouvoir vous retrouver le 5 mai pour parler de machine learning supervisé. Un petit rappel sur les tests statistiques, comme promis. Alors, je vous ai dit que les tests statistiques permettent de répondre à ce type de questions, dont la réponse est oui ou non. Je prends un exemple très simple, très basique de test de questions auxquelles on peut répondre dans le cadre d'un test statistique. La moyenne A est-elle différente de la moyenne B? Les tests statistiques impliquent l'écriture de deux hypothèses, qu'on appelle l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. En général, l'hypothèse nulle implique une idée d'égalité, donc moyenne A est égale à moyenne B. L'hypothèse alternative, ou HA, implique une idée de différence en général, donc moyenne A est différente de moyenne B. Alors, comment interpréter l'issue d'un test statistique? Un test statistique va vous fournir quasi systématiquement un chiffre qu'on appelle la p-value. La p-value, c'est une valeur de probabilité qui est comprise entre 0 et 1. Et la p-value représente le risque que vous prenez de vous tromper en rejetant l'hypothèse nulle et en acceptant l'hypothèse alternative. Alors, ce n'est pas la définition précise de la p-value que je vous donne. La définition précise est beaucoup plus complexe. Je vulgarise pour rendre un petit peu cette notion plus intelligible. Ok, donc cette p-value, vous devez la comparer à un seuil de risque que vous définissez vous-même et qu'on appelle alpha. Si cette p-value est inférieure à alpha, vous décidez de rejeter l'hypothèse nulle et d'accepter HA en prenant un risque, donc p-value, de vous tromper. Dit de manière un peu plus courante, lorsque la p-value est faible et inférieure à un certain seuil, on parle d'effet significatif. On parle de différence significative entre les moyennes, par exemple. Donc, vous avez plus d'infos sur les tests statistiques sur cette page-là. Donc maintenant que le rappel est fait, on va entrer dans le vif du sujet et parler de modélisation statistique. Voici une première introduction intuitive. Petite définition. Un modèle statistique est une représentation simplifiée et chiffrée d'un phénomène, de la réalité. Donc un modèle statistique nous permet de mieux comprendre, de mieux cerner la réalité, voire de faire des prédictions. Donc dans cette phrase-là, vous voyez déjà deux objectifs, deux utilités à la modélisation statistique, utilité de compréhension ou d'explication et une utilité de prédiction. Alors, pour plus d'informations un peu plus poussées sur la modélisation statistique, je vous ai glissé un lien ici aussi. Je prends un exemple très caricatural. On vous demande quelle est la taille des Français et on met à votre disposition ce tableau contenant l'infotaille d'un échantillon représentatif de 200 Français. Ok, c'est la taille en centimètres. Alors, il y a différentes manières de répondre. La première manière de répondre, c'est une manière assez brutale. Vous récitez l'intégralité du tableau ligne par ligne. Bon, c'est bien intéressant de faire ça. Par contre, votre interlocuteur n'aura une idée que très floue de la taille des Français en rentrant chez lui. Donc, ce n'est pas très efficace comme manière d'évoquer cette taille. Il y a une autre manière d'évoquer cette taille. On peut la représenter par deux chiffres, simplement. Vous calculez la moyenne et l'écart type de vos données, vous vous contentez de fournir ces deux chiffres. Donc, en retenant deux chiffres, votre interlocuteur aura une idée plus nette de la taille des Français. Même si on perd un petit peu l'information associée à chacun des éléments de cet échantillon. Donc, représenter la taille des Français par deux chiffres, une moyenne et un écart type, est une manière de modéliser cette taille. C'est un modèle très basique, mais c'est un modèle statistique quand même. Alors, essayons de rendre les choses un petit peu plus complexes. Comment est-ce qu'un modèle statistique fonctionne? Un modèle permet d'expliquer une variable qu'on va appeler variable à expliquer ou variable dépendante par des variables qu'on va appeler explicatives ou indépendantes. Alors souvent, quand on va tracer des graphiques, la variable dépendante ou à expliquer, on va la placer sur l'axe des Y ou axe des ordonnées. Et les variables explicatives, on va les placer sur l'axe des X
des abscisses. Donc on explique une variable à expliquer par des variables explicatives via des équations mathématiques qui impliquent ce qu'on appelle des paramètres. Ces fonctions peuvent être linéaires ou non linéaires. Voici un exemple. Variable à expliquer est égale à a plus b fois variable explicative élevée au carré plus c fois variable explicative. Donc je suis en train d'associer ma variable à expliquer à mes variables explicatives via une équation qui implique ce qu'on appelle des paramètres ou des coefficients. Ici c'est a, b et c. Donc ceci est un modèle polynomial. Et une fois l'équation établie, elle peut être utilisée pour prédire de nouvelles données à partir des valeurs précises des variables explicatives. Donc une fois que vous établissez cette équation et que vous avez estimé A, B et C, vous pouvez remplacer la variable explicative par différentes valeurs pour prédire la variable à expliquer. Donc le modèle caricatural qu'on a vu tout à l'heure, celui de la moyenne, n'implique pas de variable explicative. Donc c'est juste une variable à expliquer. Je vais partir sur un exemple très simple de modèle statistique, la régression linéaire simple. Je prends le jeu de données client d'une plateforme de vente de chaussures en ligne, ou CRM, qu'on a déjà exploité au cours des premiers webinars. Donc il s'agit de données portant sur des clients placés en ligne, décrits par des variables placées en colonne. Ces variables pouvant être quantitatives, comme la taille, la pointure, le poids, le temps passé sur le site ou le montant de facture. Donc ce sont des données qu'on peut exprimer par des chiffres, des données numériques, quantitatives. Et ces variables peuvent être aussi qualitatives, comme l'origine, le sexe ou la marque préférée. Ce sont des variables nominales dont les valeurs ne peuvent pas être ordonnées ou pas exprimées en chiffres. La question que je me pose, comment le montant de la facture en vert varie-t-il en fonction du temps passé sur le site en orange? Est-ce que je peux expliquer le montant de la facture par le temps passé sur le site? Alors, premier réflexe à avoir, en tout cas d'après les premiers webinaires qu'on a vus, c'est peut-être de tracer un graphique qui exprime le lien qui est entre ces deux variables-là. On a vu que le graphique le plus efficace pour exploiter le lien entre deux variables quantitatives, c'était le nuage de points. Alors voilà le montant de la facture exprimé en fonction du temps passé sur le site. Donc on voit qu'il y a une tendance vers une diminution du montant de la facture en fonction du temps passé sur le site. Donc je vous propose qu'on essaye d'exprimer cette diminution via un modèle mathématique. Donc elle peut être exprimée soit via une droite par exemple, soit via un modèle un petit peu plus courbé, pourquoi pas. Je vous propose qu'on parte sur une droite parce que pédagogiquement, c'est un modèle assez intéressant à exploiter dans le cadre de la compréhension de la modélisation. Et donc cette droite-là, l'expression d'une variable quantitative en fonction d'une autre via une droite, s'appelle une régression linéaire simple, qu'on exprime de la sorte, y égale a plus bx. A représentera l'ordonnée à l'origine du modèle, ce sera l'ordonnée du point d'intersection entre ma droite et l'axe des ordonnées, bon, ce sera ça. Et B représentera la pente de ma droite. Donc B pourra être positif ou négatif. Si B est négatif, la pente sera négative. Il y aura un lien négatif entre les deux variables. Si B est positif, le lien sera positif. Il y aura une augmentation d'une variable en fonction de l'augmentation de l'autre. Et si B est nul, la pente est nulle, c'est-à-dire que la droite est plate. Non, permettez-moi d'exprimer cette équation-là en prenant en compte donc les noms des variables. J'obtiens ça. Mon temps de facture est égal à A plus B fois temps passé sur le site. Ceci est la variable dépendante ou à expliquer, ou la variable réponse, ou la variable Y, dépendante, on la place souvent sur Y, comme je vous l'ai dit. Ceci est la variable explicative, ou la variable X. A et B sont les paramètres ou les coefficients du modèle. Et tout ça représente une ligne. Et c'est notre manière de simplifier la réalité. C'est un modèle du type droite. Maintenant, j'attire votre attention sur une part de la réalité que le modèle ne capture pas. Et malheureusement, donc, le modèle ne passe pas très précisément par chacun des points. Il y a une part de la réalité que le modèle n'arrive pas à capturer.
Et cette part de la réalité, on l'appelle les erreurs ou les résidus. Il s'agit de toutes les distances entre les points et le modèle, entre les données et le modèle. Donc toutes ces flèches rouges, donc j'en ai mis que quelques-unes, mais en réalité il y en a une par point, s'appellent les résidus et c'est la part de réalité qu'on n'a pas réussi à capturer avec notre modèle. Donc tout modèle statistique implique des résidus. On a choisi une modélisation linéaire, mais rien ne nous y obligeait théoriquement. La question nous donne le droit de choisir un modèle peut-être un peu plus courbe, comme ça. Donc c'est tout à fait justifié par rapport à la question. Alors comment estimer les paramètres A et B du modèle y égale A plus bx? Pour un modèle donné, les meilleures valeurs de paramètres sont celles qui minimisent la somme des carrés des résidus. Alors dit de manière un peu plus simple, les meilleures valeurs de A et B, ou la meilleure droite en gros, c'est celle qui minimise toutes les flèches rouges. Donc plus la droite est proche de l'intégralité des points, plus notre modèle est bon. Donc plus les paramètres qui décrivent cette droite correspondent à un bon modèle. Alors comment exprimer ceci mathématiquement? J'exprime comme ça. Les meilleures valeurs de paramètres A et B sont les valeurs qui minimisent cette quantité-là. Il s'agit de la somme des flèches rouges prises au carré. Regardez, YI sont les données et A plus BXI sont les Y prédits par le modèle, correspondent à la droite en gros. Donc je prends toutes les différences entre les données et la droite, j'élève ça au carré, juste par commodité mathématique, et donc les meilleures valeurs de A et B sont celles qui minimisent cette quantité. C'est ce qu'on appelle l'estimation par les moindres carrés, qui est mise en place dans des modèles très très simples. Donc dans des modèles un peu plus complexes, il y a d'autres méthodes d'estimation de paramètres. Le logiciel s'en occupe pour nous. Alors comment mettre en place une régression linéaire dans XLStat? C'est parti. Nous allons exploiter aujourd'hui le menu modélisation des données. Donc tous ces menus-là correspondent aux menus de XLStat qui sont greffés à Excel, comme vous pouvez le voir. Je vais aller dans modélisation des données et ouvrir régression linéaire. Ceci est une boîte de dialogue typique des boîtes de dialogue XLStat, organisée donc en différents onglets. La boîte de dialogue de la régression linéaire est assez complexe. Je vais malheureusement pas avoir le temps d'entrer dans toutes les options, mais il y a plein de choses très intéressantes à faire. Donc, je vais remplir les champs de cet onglet général. Les outils de modélisation dans XLStat sont souvent organisés en variables dépendantes ou variables à expliquer ou Y versus variables explicatives. Donc là, ma variable dépendante ou ma variable à expliquer, c'est le montant de la facture que je vais capturer comme ça, directement sur mes données dans Excel. J'aurais pu les capturer comme ça aussi, comme je vous l'ai montré le premier jour. Et la variable explicative que je veux prendre en compte, c'est le temps passé sur le site que je capture ici. Je vais déjà lancer l'analyse comme ça. Je vais descendre un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu les sorties les plus intéressantes à notre niveau. Je vais me focaliser dans un premier temps sur ce tableau-là qui est très important dans l'interprétation. En quoi consiste ce tableau? Chaque ligne est consacrée à un des coefficients du modèle. Donc j'ai une ligne pour la constante et une ligne pour la pente. La constante, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est A. Et le temps passé sur le site, c'est la pente, c'est B. Ensuite, j'ai une estimation de mes paramètres A et B. L'ordonnée à l'origine est égale à 244. Donc il s'agit de la valeur de mon temps de facture lorsque le temps passé sur le site est égal à 0. Et sinon, ceci est la pente qui représente la direction de la droite, positive ou négative. Donc on voit que la pente est négative, on s'y attendait, parce que le lien est négatif. J'attire votre attention sur ces valeurs-là. Il s'agit de p-value. Vous vous souvenez, les tests statistiques? P-value associé à deux hypothèses, comme toute
p-value qui se respectent. Donc, une hypothèse nulle, paramètre est égal à 0, et une hypothèse alternative, paramètre est différent de 0. Donc, si je me focalise sur la p-value associée à la pente, cette p-value est très faible, ce qui fait que je peux rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative en prenant un risque très faible de me tromper. Ça veut dire que ce moins 2,349 est significativement différent de 0. Ça veut dire que ma pente est significativement non plate, non aplatie. Ensuite, vous avez des quantités assez intéressantes ici. Ce sont des bornes inférieures et supérieures d'intervalles de confiance autour des estimations. Donc, n'oubliez pas qu'on est en train d'estimer des valeurs de paramètres sur un échantillon et pas sur une population. Donc, ce sont des estimations qui sont incertaines. Et donc, ces bornes inférieures et supérieures d'intervalles de confiance nous permettent de cerner un petit peu l'incertitude qu'on a autour de ces estimations. Donc, je vais vous donner une définition très vulgarisée, encore une fois, des intervalles de confiance. Il ne s'agit pas de la définition statistique précise, mais c'est un court-circuit qui vous permet un petit peu de mieux comprendre comment interpréter ces valeurs-là. Alors, l'intervalle de confiance à 95% vous dit que dans la population, les vraies valeurs de paramètres ont 95% de chances de se trouver entre ces deux bornes. Enfin, vous avez une équation qui peut être utilisée pour prédire le montant de facture de prospects passant un certain temps sur le site. Donc, j'ai juste repris l'équation YA égale A plus BX et j'ai remplacé les valeurs qu'il y a ici à l'intérieur de l'équation. A plus B fois X. Alors, l'interprétation, on a vu que le montant de la facture diminue significativement avec le temps passé sur le site. Diminution, on le voit grâce au coefficient négatif, qui est significativement différent de 0, d'où la significativité. Maintenant, comment interpréter ce chiffre? Lorsque le temps passé sur le site augmente d'une unité, le montant de la facture diminue de 2,35. C'est assez intéressant en termes d'interprétation chiffrée. Puis la constante est positive et significativement différente de 0. C'est l'ordonnée de l'intersection entre la droite et le modèle d'axes Y. Donc c'est la valeur du montant de facture lorsque le temps passé sur le site est égal à 0. Et cette constante n'a pas vraiment de sens dans ce contexte. Et dans d'autres contextes, je ne sais pas, des contextes biochimiques ou des contextes agronomiques, cette constante peut s'avérer intéressante. Tout en bas du rapport de résultats Excel-Stat, vous allez trouver ce graphique-là, qui représente donc le nuage de points qu'on a vu tout à l'heure, avec en plus votre modèle qui est cette ligne droite au milieu. Alors regardez, il y a un chiffre supplémentaire qui se rajoute en plus, c'est le R carré. Le R carré qui reflète la bonne adéquation du modèle aux données et qui est compris entre 0 et 1. Un R carré élevé signifie que les données sont concentrées autour du modèle. Un R carré faible signifie que les données sont éparpillées loin de votre modèle. Donc, plus les données sont concentrées autour de votre modèle, qui est représenté par une droite ici, plus le R carré sera élevé, plus le modèle sera bien en bonne adéquation aux données. Vous voyez qu'il y a deux enveloppes qui viennent cerner votre modèle ici, une enveloppe qui est en pointillé, une autre qui est en ligne pleine. L'enveloppe en pointillé correspond à l'intervalle de confiance du modèle, il y a l'estimation des paramètres. Donc on peut dire que dans la population, cette droite a 95% de chances de se trouver dans ce tunnel, ce petit tunnel. Et puis, vous avez l'intervalle de confiance de prédiction qui va déterminer la certitude que vous aurez autour de vos prédictions. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire une prédiction autour de votre modèle, par ici par exemple, l'incertitude autour de cette prédiction aura cette épaisseur-là, 95%. Alors je réponds à la question. Le montant de la facture diminue significativement et linéairement avec le temps passé sur le site, très bien. Par contre, il reste à vérifier quelques points pour s'assurer de la fiabilité de ce modèle. Donc on ne peut pas juste interpréter les choses comme ça, il faut quand même qu'on soit sûr de ce qu'on dit. Il faut qu'on vérifie notamment les hypothèses sur les résidus.
Alors forcément, première chose à vérifier, c'est la linéarité de la relation entre y et x. Quand on lance une régression linéaire simple, on veut modéliser un lien linéaire. C'est-à-dire que si le lien entre y et x ne peut pas être représenté par une droite, c'est peut-être pas une bonne idée de partir sur une régression linéaire simple. Et ça, vous pouvez le voir sur un nuage de points tout bête, y versus x. Sinon, à part ça, il y a plusieurs hypothèses sur les résidus qui sont à vérifier pour s'assurer de la fiabilité de l'estimation des paramètres du modèle. Ces hypothèses sont l'indépendance des résidus. Les résidus ne doivent pas dépendre les uns des autres. La normalité des résidus. Donc, les résidus doivent suivre une distribution normale, une distribution en forme de cloche. Il ne faut pas qu'il y ait trop de valeurs hors normes. Et enfin, les résidus doivent être homocédastiques. C'est un des mots les plus compliqués de la statistique. Il faut que la variance des résidus soit homogène. Alors, je vais vous montrer des cas de violation de certaines de ces hypothèses. Là, ça vous semble certainement assez flou, mais en tout cas, je vous donne une clé un petit peu de diagnostic de votre modèle. Et cette clé, c'est l'exploitation de ce graphique-là, qui se trouve encore une fois en bas de votre rapport de régression quand vous lancez votre régression dans XLStat. OK? Donc, il s'agit des résidus normalisés en fonction des prédictions. Et en inspectant ce graphique, si les points sont homogènement répartis autour de cette ligne horizontale, avec une plus grande concentration autour de la ligne et une plus grande dispersion plus vous vous éloignez de la ligne, alors votre modèle est valide. Mais à partir du moment où vous voyez un pattern, vous voyez une forme trop régulière dans ce graphique, vous pouvez soupçonner un modèle qui ne soit pas vraiment fiable. Donc, dans notre cas, il y a déjà 2 points qui sont trop éloignés de la masse au-dessus. Et par ailleurs, on observe une sorte de courbure dans le nuage. Regardez, là on descend, puis on remonte. Donc on n'a pas une répartition homogène tout au long de cette droite. Donc notre modèle n'est peut-être pas forcément si fiable que ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le nuage de points à la base, on avait observé une sorte de courbure dans les points. Regardez. Alors ça rend notre modèle un petit peu moins fiable. Il fallait mieux peut-être partir sur un modèle un peu plus courbe. Et donc on le voit mieux sur ce graphique-là. Sinon, il y a certains outils qui sont propres au diagnostic de chacune des hypothèses spécifiques, donc les 4 hypothèses que je vous ai montrées, notamment le test de normalité des résidus. Donc, si je reprends ma régression linéaire ici, je reprends mon rapport de résultats et je clique sur ce bouton qui va m'ouvrir de nouveau la boîte de dialogue pré-remplie. Je vais juste rajouter une option, donc dans Sortie, je prends le sous-onglet Tester les hypothèses et Test de normalité. XLStat va automatiquement tester la normalité des résidus de mon modèle. Et donc là, on retrouve le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup, le résultat du test de normalité se trouve juste ici. Donc un test de normalité est associé encore une fois à une p-value ou à une hypothèse nulle, une hypothèse alternative. On voit que la p-value est assez élevée. Donc on ne rejette pas l'hypothèse selon laquelle les résidus suivent une distribution normale. Alors attention, ce test n'est valable que si vous avez un nombre assez suffisant d'observations. Si vous lancez une régression avec juste 10 observations, ce test n'est plus très fiable. Alors voici quelques cas typiques de violation d'hypothèse sur les résidus. Alors violation de l'hypothèse de l'indépendance. Là on voit des résidus qui sont autocorrélés périodiquement. Vous voyez ce zigzag, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc c'est typiquement rencontré dans des séries temporelles avec une périodicité. Imaginez que vous prenez des mesures météorologiques tous les mois et à travers plusieurs années. Donc vous avez des valeurs qui reviennent régulièrement. Donc là, on dit que les résidus sont dépendants les uns des autres. Donc le résidu à T1 est très corrélé au résidu à T1 plus 12, puis à T1 plus 24, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, la régression ne sera pas très fiable. Voilà une violation de l'hypothèse d'homocédasticité. On parle d'hétérogénéité de la variance. Regardez, les résidus ont une variance très faible ici,
Par contre, plus vous augmentez les valeurs de votre variable explicative, plus vos résidus auront une variance élevée. Donc on a cette structure en cône, qui est un cas typique de violation de l'hypothèse d'homocédasticité. Là encore, votre modèle est invalidé. Je vous propose quelques solutions donc par rapport à ces violations d'hypothèse. Imaginez que vous avez beaucoup trop de valeurs hors normes. Alors, réfléchissez à ces valeurs. Est-ce que les observations en question sont vraiment représentatives de votre population? Donc, ce serait une bonne raison pour les exclure. Est-ce que vous n'avez pas fait une erreur de saisie, par exemple, sur votre tableau Excel? Une manière courante aussi est de transformer les données, Y ou X, et relancer l'analyse. Des fois, ça peut rendre les résidus un petit peu plus corrects. Des exemples de transformation courantes, c'est log, la racine carrée, box-cox. Si la relation est non linéaire, il y a des modèles plus adaptés, comme la régression quadratique, ou des modèles non linéaires qu'on retrouve typiquement en économie ou, je ne sais pas, en biochimie. Par exemple, le modèle de Michaelis-Menten qui renferme un plateau c'est un modèle de cinétique enzymatique. C'est typiquement un modèle non linéaire. Il y a une fonctionnalité XLStat qui vous permet de lancer des modèles non linéaires. Si la variable à expliquer est binaire, donc s'il s'agit d'une variable du type survie ou non survie, ou occurrence ou non d'une maladie, ou présence ou absence de tel ou tel phénomène, ou sinon succès ou échec de telle opération dans la maîtrise statistique des procédés, vous pouvez lancer une régression logistique. Et ainsi de suite. Si vous avez une autocorrélation périodique avec les zigzags, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez lancer un modèle ARIMA. Je vous ai mis un tout petit résumé de modèles très courants qui sont utilisés dans le monde de la modélisation. C'est vraiment pas du tout exhaustif par rapport aux outils qui existent dans le monde, mais c'est déjà un premier guide qui pourra vous être utile. Donc, je pars du type de variable à expliquer. Est-ce que j'ai une variable à expliquer quantitative? Est-ce que j'ai une variable à expliquer qualitative? Et à partir de là, est-ce que j'ai des variables explicatives quantitatives ou qualitatives? Disons que j'ai des variables explicatives qualitatives. Donc, typiquement, on utilise l'ANOVA, à un facteur ou à plusieurs facteurs. Donc, l'ANOVA revient à un modèle de comparaison de moyenne. Donc, si vous cherchez à comparer en analyse sensorielle, par exemple, la moyenne d'appréciation de différents produits, vous pouvez lancer des ANOVA. En agronomie, vous pouvez étudier les différences entre 4 fertilisateurs en termes de productivité. Donc, on a tout un webinaire qui porte sur l'ANOVA qui est prévu pour la semaine prochaine. Si vous cherchez à modéliser une variable quantitative en fonction de variables quantitatives, par exemple, si vous cherchez à identifier quels sont les meilleurs drivers de la satisfaction, les meilleurs déterminants de la satisfaction en marketing, très souvent on utilise la régression linéaire. Et ainsi de suite. Donc là, je vous ai parlé de la régression logistique aussi qui permet en épidémiologie par exemple, de modéliser la présence ou non d'une maladie. C'est une variable qualitative binaire. Présence oui ou présence non. Vous modélisez aussi la survie. Survie oui ou survie non. Dans ce cas-là, la régression logistique peut s'avérer utile. Alors là, vous avez un guide de choix d'un outil de modélisation qui est beaucoup plus étoffé et qui est organisé de la même manière. Donc, vous avez des variables à expliquer, quantitatives. Vous pouvez avoir même plusieurs variables quantitatives à expliquer. Donc, vous avez des modèles paramétriques appropriés avec les conditions d'application ou de validité et des solutions alternatives. KNN, arbre de régression, PLS, ainsi de suite. Alors, je vais ajouter des variables explicatives grâce à la régression linéaire multiple. Donc, jusqu'ici, j'ai expliqué une variable en fonction d'une seule autre variable. Là, je vais expliquer une variable en fonction de plusieurs autres variables. Donc, la variable x1, x2 et x3. Donc, ce sera un modèle plus complet. On va prendre en compte l'aspect multivarié du monde. Alors, mise en garde dans le cadre de la régression linéaire multiple, outre évidemment les hypothèses sur les résidus, il y a deux nouveaux problèmes qui se présentent. C'est la question du surajustement et la question de la multicollinéarité. Je vais développer chacune de ces notions
dans les diapos qui suivent. Il y a une contrainte supplémentaire. Attention, le nombre de variables explicatives ne peut pas dépasser le nombre d'observations. C'est-à-dire que votre régression linéaire multiple, vous ne pourrez pas l'exécuter sur un tableau qui est horizontal, où il y a plus de colonnes que de lignes. Évidemment, si vos variables sont en colonne et vos observations en ligne. Il y a des solutions, par contre, pour les tableaux horizontaux. La régression PLS, par exemple, la régression Ridge ou Lasso, permet de lancer donc des analyses sur des tableaux plutôt horizontaux, mais je vais rester sur une régression linéaire multiple classique. Je vais, comme je vous l'ai promis, commenter un petit peu ces deux nouvelles contraintes qui s'imposent à nous, le problème du surajustement et le problème de la multicollinéarité. Je commence avec le surajustement. Évidemment, quand on va ajouter des variables explicatives, on sera content parce qu'on va augmenter le R carré, donc l'adéquation du modèle aux données. Alors attention, ne pas inclure beaucoup trop de variables explicatives pour éviter d'avoir des modèles qui sont trop ajustés sur vos propres données particulières et par conséquent peu généralisables. Regardez ce modèle-là. C'est un modèle qui implique énormément de paramètres, énormément de variables explicatives, ce qui fait qu'il s'ajuste peut-être un petit peu trop à vos données particulières. Et que du coup, quand vous allez vouloir faire une prédiction par ici, vous allez avoir une prédiction peut-être un petit peu trop optimiste. C'est-à-dire que c'est un modèle qui va moins bien se généraliser sur de nouvelles données. Donc faites attention à ne pas inclure beaucoup trop de variables explicatives pour éviter ce phénomène-là qu'on appelle le phénomène de surajustement, en anglais overfitting. Comment mesurer un petit peu le surajustement du modèle aux données? Alors il y a un indice qu'on appelle l'AIC, qui est un compromis entre bon ajustement aux données et faible nombre de paramètres. Donc c'est un indice qui va permettre de trouver un modèle optimal qui s'adapte bien aux données sans pour autant avoir un nombre très grand de paramètres. Alors attention, c'est un indice de qualité relative, donc vous pouvez utiliser l'AIC que pour comparer des modèles entre eux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas calculer l'AIC d'un modèle et décider à partir d'une valeur seule d'AIC si ce modèle est bon ou pas. Non, il faut comparer l'AIC de ce modèle à l'AIC d'un autre modèle qui est tourné sur la même série de données pour la variable à expliquer, mais impliquant une autre combinaison de variables explicatives. Donc, je vous montre la même série de données en Y dans laquelle on fait passer différents modèles. Un modèle avec 2 paramètres, donc Y égale A plus BX. Là, c'est un modèle à 3 paramètres. Là, c'est un modèle avec 5 paramètres. J'ai calculé l'AIC aussi pour chacun de ces modèles. Et regardez, le modèle gagnant, c'est le modèle intermédiaire, celui qui a l'AIC le plus faible. C'est un modèle qui est assez bien ajusté aux données, sans pour autant avoir beaucoup trop de paramètres. Là, on commence à devenir un petit peu trop surajusté, et là, on n'est pas assez ajusté. Alors voilà pour le surajustement. En ce qui concerne la multicollinéarité, attention aux variables explicatives redondantes. Donc certaines variables qui sont très corrélées peuvent se masquer les unes des autres dans l'évaluation de leurs effets. Alors je vous donne des exemples. Il faut éviter, par exemple, en agronomie, d'inclure l'effet de la température du jour et de la température de la nuit sur la production d'un champ. Ce sont deux variables explicatives qui sont très corrélées entre elles, qui renferment quelque part la même information. Donc il faut éviter de les inclure toutes les deux dans le modèle. Mathématiquement, ça risque de bloquer le calcul de la régression. Et en plus, l'évaluation des coefficients sera faussée. Si vous prenez l'effet du poids et de la taille des vaches sur la production de lait, encore un exemple en agronomie, donc le poids et la taille sont deux variables qui sont très corrélées, qui représentent la même chose quelque part. Donc, il vaut mieux éviter de les avoir dans le même modèle. Alors, comment évaluer la multicollinéarité? Il y a un indice, là encore, qu'on appelle le VIF, Variance Inflation Factor, qui mesure le degré de redondance d'une variable explicative avec les autres variables explicatives. Donc, à partir d'un certain seuil de VIF, la variable est redondante.
Donc c'est un seuil arbitraire. J'ai mis 3 ici parce que certains auteurs s'accordent à placer ce seuil à 3, mais il y a d'autres auteurs qui choisissent 1, d'autres qui choisissent 10 comme seuil, d'autres qui choisissent 5. Donc à vous de voir selon votre domaine. Alors si vous identifiez des variables qui sont très redondantes avec d'autres variables, vous pouvez réfléchir pour quelle raison la variable en question est redondante, éventuellement l'éliminer et relancer le modèle. Je reviens sur XLStat et sur un exemple. Parmi toutes ces variables-là, lesquelles ont une influence linéaire sur le montant de la facture? Donc je reviens ici, je vais aller dans modélisation des données, régression linéaire de nouveau. Je prends le montant de la facture en Y et en X, je vais prendre toutes ces variables-là. J'attire votre attention dans les sorties, dans le sous-onglet général, sur cette option-là, très importante, les statistiques de multicollinéarité. C'est ce qui va nous permettre de calculer les VIF. Je peux aussi rajouter le test de normalité des résidus. Et je clique OK. Donc cette fois-ci, je vais quand même commenter un petit peu cette sortie-là avant de commenter le fameux tableau des paramètres. Mais commençons déjà par regarder ce qui se passe en termes de multicollinéarité. Regardez, j'ai des VIF explosifs pour le poids et la taille. On s'y attendait un peu, ce sont deux variables qui sont très corrélées l'une à l'autre. Du coup, si on relançait le modèle en excluant une des deux variables, notamment la variable poids, on obtient des VIF acceptables. Et je vous ai montré ce premier tableau dans le rapport de résultats qui renferme des coefficients de qualité du modèle. Le R carré, c'est le R carré classique, donc la bonne adéquation du modèle aux données. Le R carré ajusté s'interprète un peu comme le AIC, donc c'est un R carré qui mesure à la fois la bonne adéquation du modèle aux données et qui est pénalisé par rapport au nombre de variables explicatives. L'AIC, évidemment, n'a de signification que lorsqu'elle est comparée aux valeurs d'AIC d'autres modèles. Le SBC s'interprète de la même manière que l'AIC. Donc le SBC dans certains journaux est appelé le BIC. Alors vous avez différents indices de qualité ici, MCE, RMCE, MAPE. Ce sont des indices de qualité prédictive du modèle qu'on va exploiter ensemble dans le cadre du 6e webinaire sur le machine learning supervisé. Alors le tableau des coefficients, encore une fois, on a une ligne par coefficient, comme tout à l'heure, des estimations de nos coefficients et des p-values associées. Donc là, on voit que parmi les variables explicatives, il n'y en a qu'une seule qui est significative, qui est associée à une p-value très faible, et c'est celle-là. Il s'agit de la taille, coefficient positif et significatif. Comment interpréter ce 0,88? Toutes les autres variables maintenues constantes, une augmentation de la taille de une unité engendre une augmentation du montant de facture de 0,88. Évidemment, on peut descendre voir les hypothèses sur les résidus, notamment via ce graphique de diagnostic. Donc, on voit qu'il y a une relative bonne répartition des points autour de cet axe horizontal. Par contre, il y a une sorte de petit gap, de petit trou entre deux groupes de points. Cela cache peut-être un effet fort d'une variable qualitative qui différencie deux groupes. Si cette variable qualitative est identifiée, on peut envisager un modèle d'Ankova. Je vous rappelle que le modèle d'Ankova, c'est un modèle qui implique une variable à expliquer quantitative et un mélange de variables explicatives quali et quanti. Et évidemment, je peux utiliser l'outil de régression linéaire pour faire des prédictions. Imaginez que j'ai de nouveaux clients qui débarquent sur mon site avec une taille, une pointure, un poids, un temps passé sur le site et que je veux prédire leur montant de facture. Je peux utiliser la boîte de dialogue XLStat avec l'onglet prédiction et capturer donc les données en question pour pouvoir obtenir les prédictions qui ressemblent à ça. Donc j'ai le montant prédit qui est associé à des intervalles de confiance, notamment l'intervalle de confiance de prédiction, qui cerne l'incertitude qu'on a autour de ces prédictions-là. Sachez également que dans les options de la régression linéaire, vous pouvez procéder à ce qu'on appelle une sélection de modèles. Alors, si l'objectif de l'étude implique de repérer la meilleure combinaison de variables explicatives,
il est intéressant de procéder à cette sélection de modèles. Par exemple, l'option meilleur modèle va tester plusieurs combinaisons de variables parmi les variables que vous aurez introduites en tant que variables explicatives et va conserver la combinaison la plus optimale en termes, par exemple, d'AIC. Et cette combinaison optimale correspondra à votre modèle. Alors, je vais récapituler ce qu'on vient de voir. La modélisation statistique permet d'examiner le comportement de variables dites à expliquer en fonction de variables dites explicatives via une équation mathématique impliquant des paramètres. Et ça vous permet donc de faire des prédictions grâce à cette équation. J'ai pas passé beaucoup de temps sur les prédictions aujourd'hui parce qu'il y a tout un webinaire qui sera consacré à ça le 5 mai. Les modèles linéaires classiques sont valables uniquement sous certaines hypothèses portant sur les résidus. Attention aux problèmes liés à l'introduction d'un trop grand nombre de variables explicatives, surajustement et multicollinéarité. Et selon les types de variables et la question, différents modèles existent. Je vous rappelle que je vous ai mis un tout petit guide ici qui vous permet de choisir déjà un modèle approprié en fonction de vos questions et de vos variables. Et évidemment, ceci n'était qu'une introduction. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez mettre en place des modèles complexes, n'hésitez pas à faire appel à XLStat pour une formation personnalisée. Donc, n'hésitez pas à cliquer ici pour vous inscrire sur le webinaire sur l'ANOVA et ici sur le webinaire sur la prédiction et le machine learning supervisé. Je vais prendre quelques questions avant de clôturer ce webinaire. Quelle interprétation pour un R2 de 0,454? Alors, pour une interprétation un peu plus précise du R2, le R2 correspond à la part de variabilité dans les données qui a été capturée par le modèle. Donc, il y a une grande part, il y a la moitié de la variabilité des données qui n'a pas été capturée dans le modèle dans ce cas-là, par le modèle dans ce cas-là. Quelle est la différence entre régression linéaire classique et régression logistique? La régression linéaire classique implique une variable à expliquer quantitative. La régression logistique implique une variable à expliquer qualitative et souvent binaire d'ailleurs. Quelle est l'équivalence AIC-VIF pour les variables qualitatives lors de régression logistique? Alors que l'AIC et le VIF sont toujours valables pour les variables explicatives qualitatives. Avec votre expérience, quelle modélisation auriez-vous choisi pour vos données? Régression linéaire quand même. J'aurais peut-être conservé la régression linéaire, oui, malgré cette petite courbure qui n'est pas beaucoup trop saillante, j'ai envie de dire. Mais je serais peut-être parti sur une régression polynomiale. Elle est là, voilà. Une régression polynomiale avec un terme au carré. Donc, je prends mon temps de facture est égal à A plus B fois le temps passé sur le site au carré plus C fois le temps passé sur le site. Alors, ça permet de rajouter une courbure au modèle, donc qui épouserait un petit peu mieux les données. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère pouvoir discuter avec vous de nouveau la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et à télécharger la version d'essai de 14 jours si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée ou fin d'après-midi en fonction de vos fuseaux horaires.